À la fin de la soirée, n'oubliez pas de rallumer votre portable. Donc, on va commencer cette soirée. On a le plaisir de recevoir Georges Bensoussan, dont il est inutile de le présenter, grand spécialiste, mais c'est un sujet très, très sensible. Et merci d'être venu en nombre. C'est pas moi que vous allez écouter, c'est Georges Bensoussan et le grand Alexis Lacroix. Voilà. Merci et bonne soirée. Bonsoir à tous, désolé de ce retard, mais parfois les GPS ne sont pas imparables et font tourner un certain nombre de personnes dans le quartier, pas loin d'ici. Les mannes de notre invité étaient présentes, mais il fallait qu'on le récupère. Voilà, donc on est très heureux, Georges, et on est désolé aussi de ce petit supplice que nous vous avons infligé. Alors je ne vous présente pas, mais vous êtes quand même un des grands historiens français contemporains, spécialiste d'histoire culturelle et spécialiste notamment, bien sûr, de la longue histoire, de la très longue histoire de ce qu'on appelle le conflit israélo-arabe. Vous y avez consacré d'ailleurs un que sais-je absolument passionnant et déterminant, sur lequel, chers amis, nous allons fonder une partie de la conversation de ce soir, en partant, en remerciant d'ailleurs notre cher libraire, et en partant, parce que vous allez pouvoir vous le procurer tout à l'heure à l'issue de cette conversation et de nos échanges ensemble, mais en partant aussi évidemment, comme on l'avait défini ensemble quand on s'est parlé avec Georges Bensoussan, des quelques éléments d'actualité qui nous requièrent, puisque nous sommes dans un monde extrêmement mouvant, on peut dire qu'il se passe chaque jour quelque chose, voire plusieurs choses, c'est comme à la Samaritaine aujourd'hui. Alors d'abord, commençons par un élément de contexte, cher Georges Bensoussan. Vous n'êtes pas un spécialiste de géopolitique, mais vous avez forcément un avis que je pense relativement éclairé sur le pivotement, le basculement, la bascule géopolitique à laquelle nous assistons. Je reprends les termes de beaucoup d'auteurs d'articles sur ce sujet, d'analyses sur ce sujet, le pivotement de la scène géopolitique auquel nous sommes en train d'assister depuis maintenant quelques semaines, cher Georges Bensoussan. Bonsoir d'abord, bonsoir à tous. Merci Alexis pour avoir cette invitation et cette présentation. Mais comme... Vous entendez bien, c'est bon? On n'entend pas bien? Oui, c'est bon. Comme vous l'avez dit très justement, je ne suis pas du tout spécialiste de l'actualité ou du présent, mais bien sûr, j'assiste comme tout le monde à ce basculement, effectivement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que on n'est pas depuis l'élection de Donald Trump, mais depuis bien avant, depuis le 7 octobre précisément, on est entré dans une ère d'incertitude totale. Donc, bien heureux celui qui aujourd'hui voit clair sur l'avenir de la région, d'Israël et de ses voisins, dans un délai de 6 mois ou d'1 an. C'est extrêmement confus. Bon, il y a des lignes de force, évidemment, qui se détachent, qui n'ont rien à voir avec Donald Trump et qui tiennent à la société israélienne, à la résilience israélienne, à savoir comment faire face à un conflit aussi long et qui n'est pas prêt de se terminer. C'est ça qui est très, très important à bien comprendre, c'est que ce conflit n'a pas de fin. N'a pas de fin prévisible. Ça paraît très désespérant de le dire ainsi, mais je pense qu'il vaut mieux dire la vérité d'emblée plutôt que de se bercer d'illusions en pensant constamment que la paix est au bout du chemin. Et au fur et à mesure de la soirée, si loin la question m'est posée, je dirais pourquoi, à mon sens, le conflit pour l'instant n'a pas d'issue prévisible. Donc sur la question, je reviens sur la question du basculement, je suis bien désarmé moi, pour parler du basculement. On est dans l'imprévisibilité totale. Ça ne veut pas dire que Donald Trump fait une politique erratique, pas du tout. Je pense qu'il est une politique plus calculée, plus intelligente qu'on ne croit. Mais pour l'instant, elle est, en tous les cas, pour la scène israélienne, elle est relativement opaque. C'est-à-dire aussi quelque chose où il faudrait bien se persuader, quand on voit en particulier ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est que si demain les intérêts américains l'exigent, les intérêts israéliens passeront au second plan. Sans aucune hésitation, absolument aucune. Parce que, là-dessus, la mémoire des peuples est très amnésique, les États-Unis n'ont jamais manqué d'abandonner leurs alliés dans l'histoire. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, les uns après les autres. Bon. Ça sera vrai demain peut-être pour Taïwan, ça sera peut-être vrai demain pour Israël, etc. Il ne faut se faire absolument aucune illusion là-dessus.
Il n'y a pas d'alliance éternelle. Et ce qui est très, très grave dans le conflit entamé depuis le 7 octobre, c'était la dépendance militaire israélienne vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'est extrêmement grave. Et je suis très étonné d'ailleurs que beaucoup de commentateurs ne mettent pas l'accent là-dessus. Toute la force aérienne israélienne est d'origine américaine, toute. Et si demain, il y a un arrêt des livraisons, ça s'est passé en 67 avec l'aviation d'origine française en Israël, on peut imaginer les conséquences. Voilà, je ne peux pas m'étendre davantage sur le présent. Mais vous avez dit l'essentiel, cher Georges, et puis peut-être que vous répondrez tout à l'heure à une ou deux questions sur ce contexte du présent. Je ne vous relance pas sur le sujet. Effectivement, on va vraiment parler de l'histoire. Et une dernière question, mais puisque vous venez de l'évoquer avec beaucoup d'éloquence, vous nous dites ce soir, bon, il y a des plans de paix concurrents d'ailleurs, hein, le plan américain, le plan arabe, mais je ne vois pas pour l'heure, et donc nous disons ça au mi-temps de l'année, du mois de mars de l'année 2025, je ne vois pas, nous dites-vous ce soir, et vous allez quand même nous l'expliquer, je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de fin à ce conflit qui en quelque sorte est pour vous structurel de la relation entre Israël et son environnement régional, c'est cela ? Oui, c'est ça sur le fond, c'est-à-dire que d'abord on est frappé par la longévité du conflit. C'est un conflit qui a 140 ans d'existence. C'est un conflit qui a démarré dès les années 1880, donc ça fait 140 ans à peu près. Donc à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais je pense que dans l'histoire moderne, c'est le plus vieux conflit. Il n'a pas trouvé d'issue, alors que c'est un conflit modeste dans ses dimensions, 4 départements français, population concernée 15 millions, entre Palestiniens et Israéliens, ça fait 15 millions sur place, hein, je veux dire. Je ne parle pas de la diaspora. Ça fait 15 millions d'individus. Les distances sont ridiculement petites. Entre la mer et le Jourdain, 80 km, pas plus. Et quand on parle de territoires occupés, en France en particulier, ou ailleurs aussi, les gens pensent qu'il s'agit du Texas, de la Sibérie. Non, il s'agit de la forêt de Fontainebleau, hein, pas plus. C'est ridiculement petit, Israël. Donc un conflit aussi modeste, aussi misérable dans ses dimensions, non seulement on ne trouve pas d'issue, mais en plus c'est un conflit qui passionne la planète, de façon totalement inconsidérée. C'est quand même frappant qu'en temps de paix, avant le 7 octobre, il y avait plus de journalistes présents en Israël-Palestine que dans toute l'Afrique. Alors qu'il y a des conflits en Afrique qui sont infiniment plus meurtriers, ne serait-ce qu'au Congo par exemple, qui font des centaines de milliers de victimes dans l'indifférence générale. Alors j'en reviens à la question, Alexis. L'histoire longue du conflit montre que ça n'est pas un conflit seulement territorial ou démographique portant sur la question de Jérusalem ou la question des réfugiés ou la question des frontières. Ce sont des vraies questions, personne ne le nie. Mais c'est un conflit qui est infiniment plus profond. Si ça n'était qu'un conflit territorial, ou de réfugiés, ou de frontières, etc., il aurait été résolu. Parce qu'on pouvait très bien trouver un terrain d'entente. C'est un conflit qui a un soubassement culturel, anthropologique, je dirais, qui est beaucoup plus profond, et qui est relativement, je ne dis pas désespérant, mais encore une fois, je suis toujours convaincu que quand on nomme les choses, on sort du désespoir. C'est quand on ne les nomme pas et qu'on continue à se bercer d'illusions qu'on plonge progressivement dans le désespoir. Donc je suis convaincu que la lucidité, au contraire, est salvatrice. C'est un conflit qui, parce qu'il est anthropologique et culturel, ne trouve pas de solution. Pour l'instant, il ne trouve pas de solution, à savoir que, et d'ailleurs, une chose qui devrait venir à l'esprit de tous, et en particulier des journalistes qui travaillent beaucoup sur le conflit, c'est que dans la charte du Hamas, que tout le monde peut lire, hein, elle est traduite en français sur Internet, ça prend 10 minutes, il y a la version de 1988, et puis elle a été amendée en 2017, mais les amendements de 2017 n'annulent pas la charte de 88, hein, ça s'ajoute. Bon. Il y a une chose qui est frappante, c'est qu'à aucun moment le Hamas ne parle de 2 États. Vous savez que tous les journalistes parlent constamment de la solution à 2 États. Le Hamas n'en parle jamais. Mais ce qui est plus intéressant, c'est pas ça. C'est que le Hamas ne parle même pas d'un État. Il ne parle pas d'un État palestinien. Le Hamas parle de la Oumma islamique. Le Hamas n'est pas intéressé du tout par un État palestinien. Alors on se dit, mais bon, c'est la position du Hamas. C'est peut-être pas la position de tous les Palestiniens depuis le début. Et quand on regarde, et c'est là où l'intérêt d'étudier les racines du conflit est fondamental,
c'est que lorsqu'on regarde l'histoire du conflit dans la longue durée, depuis, disons, la fin du XIXe siècle, on constate que, ou disons dans la première moitié du XXe siècle, on constate qu'à aucun moment, la partie arabe n'a défendu l'idée d'un État palestinien à côté d'un État juif. Jamais. Lorsqu'il en a été question en 1937, c'était la première fois qu'il était question de partager la Palestine en deux, le plan Peel britannique. La partie arabe a dit non tout de suite, mais elle avait prévenu, le Moufti de Jérusalem avait dit, si le plan Peel prévoit un partage, j'entre en dissidence. Il a tenu parole, il entre en dissidence. Bon. Donc la première possibilité d'un partage a été un refus immédiat. Bon. En 1947, il y a eu une deuxième tentative, c'est les Nations Unies. Et là-dessus, la partie arabe a répondu non. Non, parce qu'il n'est pas question de partager ce qui nous appartient en propre, et nous n'avons pas à accepter que ces intrus viennent ici s'établir chez nous. Bon. En clair, ça signifie que la partie arabe, on peut le critiquer ou pas, peu importe, la partie arabe ne reconnaissait aucune légitimité à la présence juive sur cette terre, absolument aucune. Bon. Et c'est là qu'est le drame, c'est-à-dire que cet autisme, d'une certaine façon, cet autisme mental grave, sur la légitimité profonde des Juifs sur la terre d'Israël, est d'autant plus étonnante que, à l'origine du conflit, ça n'était pas le cas. Je vais donner un exemple très précis. Quand la première Aliyah arrive dans les années 1882-83, bon, enfin 81, la première véritable Aliyah, c'est 1880, c'est les Yéménites. Et à partir de 82 arrivent les Russes et les Roumains, 82. Bon. Très vite, la partie arabe, c'est-à-dire la partie des élites arabes essentiellement chrétiennes, parce que les élites à l'époque c'était essentiellement des chrétiens et non pas des musulmans. Le taux d'analphabétisme chez les musulmans était de 75%. Chez les hommes, hein, chez les femmes, était pratiquement de 100%. En revanche, chez les arabes chrétiens, le taux d'analphabétisme n'était que de 25%. Donc les élites arabes dont je parle à la fin du 19e siècle, ce sont des arabes chrétiens. D'ailleurs, ce sont eux qui font des premiers journaux arabes. Eh bien, très vite, ils s'inquiètent. Très vite, ils s'inquiètent et ils disent on est en présence d'une invasion arabe, d'une invasion juive, pardon. Les Juifs sont en train de revenir pour reconquérir la terre, ils ne parlent pas de Palestine, hein, pour reconquérir la province et pour établir le royaume de David. Ils le disent clairement. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1899, donc nous sommes déjà au tout début du mouvement sioniste, Herzl a organisé son premier congrès 2 ans avant à Bâle, mais le mouvement sioniste a commencé non pas seulement en Russie, avec les amants de Sion et repris en main par Herzl, il a commencé en Palestine même. J'en parlerai éventuellement tout à l'heure si vous posez des questions là-dessus. Ça c'est très important. Et ça va venir. Et c'est totalement inconnu du grand public, ça. Le mouvement sioniste a commencé à l'intérieur même de la Palestine, bien avant qu'on entende parler d'Herzl. Herzl était à peine un gamin que déjà le renouveau hébraïque commençait en Palestine. Bref, j'en arrive à ce que je voulais vous dire. L'ancien maire de Jérusalem, il s'appelait, c'est un arabe musulman, Youssouf Ziad Khalidi. Il appartient à l'une des grandes familles de Palestine, qui s'appelle les Khalidi. L'ancien maire de Jérusalem écrit une très longue lettre en français au grand rabbin de France, Tzadok Khan. C'est intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi il écrit en français, parce qu'il était à l'école de l'Alliance, à Jérusalem. C'est là qu'il a appris le français. Mais la lettre n'est pas destinée à Tzadok Khan. Tzadok Khan, grand rabbin de France, en tant que grand rabbin de France, n'oubliez pas les règles du consistoire et les règles de l'émancipation française, il est tenu à une grande neutralité. Mais Tzadok Khan est l'un des rares grands rabbins d'Occident à être plutôt favorable au sionisme, mais il n'ose pas le dire. Bon, bref. Ce que dit Al-Khalidi au grand rabbin de France, Tzadok Khan, il lui dit « Transmettez cette lettre au docteur Herzl ». C'est ce qu'on va faire, Tzadok Khan. Parce qu'Herzl lit le français. Vous savez qu'Herzl était longtemps correspondant de son journal à Paris. Bon, il a appris le français. La fameuse Neue Freie Presse. Exactement.
Et qu'est-ce que dit cette lettre? Très intéressante, une lettre de 3 pages, très belle lettre. En gros, il dit, mon Dieu, il y a énormément de terres sur la planète qui sont encore vides pour installer le peuple juif qui a droit à un État, il le dit, qui a droit à un État, etc. Et à la fin, il termine par ces mots, de grâce, laissez la Palestine tranquille. Bon, et ce qui est plus intéressant, c'est le début de la lettre, les premières lignes. Il dit ceci, mon Dieu, à la vérité, c'est bien votre terre. On reconnaît. C'est bien votre terre. Il y a trois phrases comme ça. Je me souviens que de celle-ci. Mais il y en a 2 autres. C'est bien votre terre. Et il a raison. Parce que dans plusieurs sourates du Coran, il est bien dit que Dieu a donné cette terre aux Banu Israël, aux fils d'Israël. Bon. Et quand aujourd'hui les Juifs disent à des musulmans, mais c'est dans votre texte lui-même, alors les musulmans répondent, oui, mais vous n'êtes pas les Banu Israël, vous êtes les Juifs. Vous n'êtes plus les Banu Israël. Vous êtes les Juifs et vous avez falsifié le message de vos prophètes. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est ce que dit Al-Khalidi en 1899. Il reconnaît effectivement le lien. C'est ensuite, tout de suite après, disons 10-15 ans plus tard, que ce lien est complètement nié. Et jusqu'à aujourd'hui, il est totalement nié. Parce que quand on lit les documents, aussi bien du Fatah palestinien, de l'OLP ou du Hamas, c'est la même chose. Les Juifs n'ont aucune légitimité sur cette terre. Donc, à ce degré d'autisme, c'est-à-dire de fermeture complète à autrui et au monde, il y a quelque chose évidemment de désespérant. Alors pourquoi je dis à ce degré d'autisme? Parce que dans la conscience générale au XIXe siècle, qu'est-ce que la Palestine? La Palestine, c'est la terre des Juifs. Pourquoi je dis ça? Mais je vais vous donner 2 exemples. Encore une fois, l'histoire, c'est très important pour remettre les pendules à l'heure dans le présent. Au début du XIXe siècle, un très grand écrivain français, ça commence à ce moment-là, fait un voyage en Orient qui dure 1 an. C'est Chateaubriand. Bon. En 1806-1807, il est en Orient et entre autres, il est 3 mois en Palestine. Palestine que personne, entre parenthèses, ni les Arabes ni les Juifs n'appellent Palestine. Bon, si éventuellement je dirais pourquoi tout à l'heure. Lui, oui, les Occidentaux l'appellent Palestine. Bon, du nom que les Romains, vous le savez, ont donné au IIe siècle. Et quand il revient à Paris, 5 ans plus tard, il publie un très beau livre, Itinéraire de Paris à Jérusalem, dans lequel il relate son voyage en Grèce, en Égypte, en Syrie, etc. Bon, et en Palestine. Bon. Et des Juifs, il dit ceci, lui, qui est un grand écrivain catholique, et qui, comme tout catholique de l'époque, partage tous les préjugés anti-juifs classiques de l'Église de l'époque. Bon. Donc il est, si vous voulez, il est normalement antisémite. Il est normalement anti-juif. Pas antisémite. Oui, banalement, voilà. Bon. C'est pas de la haine pure, pas du tout, mais quand il voit les Juifs dégradés à Jérusalem dans une condition d'abjection terrible, il le dit d'une certaine façon, il le dit, mon Dieu, c'est le sort qu'ils ont mérité, après ce qu'ils ont fait à notre Seigneur. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a aucun parti pris pro-juif. Et qu'est-ce qu'il dit dans son texte? Il a cette formule superbe, il regarde les Juifs de Jérusalem et il dit, c'est légitime maître de la Judée. Les légitimes maîtres de la Judée. Lui, un anti-juif convaincu. 40 ans plus tôt, le grand philosophe allemand Kant, qui lui aussi partage des préjugés antisémites comme toute l'époque. Il ne s'agit pas de regarder quel philosophe est antisémite ou pas, ils le sont tous. Nietzsche fait exception à la règle, si vous voulez. Bon. Mais globalement, ils le sont tous. Kant, malgré la hauteur de vue de sa philosophie, des Lumières, Kant, savez-vous comment il appelle les Juifs? Des Palestiniens. Les Palestiniens. C'est-à-dire que dans la conscience occidentale chrétienne, la Palestine, c'est bien la terre des Juifs. Effectivement. C'est un lien puissant, c'est ce que Sibony appelle le lien symbolique. Et vous pouvez rajouter, d'ailleurs, cher Georges, à cette énumération éloquente, Rousseau, à l'époque de Kant, qui, dans la profession du vicaire savoyard, plaide effectivement pour l'état des Juifs. En Eretz Israël, enfin, il n'en va pas ce terme, évidemment, mais donc ça paraît naturel. Effectivement, quand on fait de l'histoire, on voit que c'est naturel. Tout à fait, voilà. Eh bien, ce lien naturel, ce lien symbolique si puissant que n'importe quel juif connaît, je veux dire, il est bercé par le souvenir d'Eretz Israël, le souvenir de Jérusalem, a fortiori s'il est croyant et pratiquant, qui le verse du matin au soir dans la liturgie, à la fin des repas, dans les bénédictions, et évidemment dans la fameuse cérémonie du mariage. Enfin, la cérémonie du mariage, qu'elle soit au Kurdistan, en Pologne, ou au Maroc, ou je ne sais où, quand le verre est brisé,
Le verre est brisé en souvenir de la destruction du temple, et le marié dit le fameux psaume 137, si je t'oublie Jérusalem. C'est-à-dire que durant des siècles, d'un bout à l'autre du monde juif, de la part de gens qui ne se connaissaient pas, ne se fréquentaient pas, et n'avaient même plus de langue commune, je pense à des juifs kurdes, ou des juifs polonais, ou des juifs marocains, ou des juifs d'Argentine, ils avaient la même cérémonie qui tournait autour de Jérusalem. Si ça n'est pas un lien symbolique, qu'est-ce que c'est? Donc ce lien symbolique-là, la partie arabe ne le reconnaît pas à partir du début du XXe siècle. Ça, c'est le drame. Est-ce que vous m'autorisez à ce stade une question? Parce qu'on recapitule l'histoire, c'est passionnant. Évidemment, on peut renvoyer, pour ceux que ça intéresse, de prolonger ces échanges à Sceaux et à Gambade, à ce travail monumental que vous avez réalisé, parmi d'autres livres, hein, parce que vous êtes évidemment un historien éminent sur la scène internationale du sionisme, on est en train d'en parler, les origines du conflit israélo-arabe, donc 1870-1950, aux éditions Que sais-je, c'est un digest, c'est une synthèse remarquable et indispensable hein, pour vraiment comprendre ces origines anthropologiques que vous évoquiez à l'instant. Alors, question très simple. Le débat n'est pas clos, vous le savez bien encore aujourd'hui. Il y a ceux, parmi les commentateurs, les analystes politiques, mais aussi les spécialistes de l'histoire du conflit israélo-arabe, Georges, qui font la distinction entre la branche laïque, si l'on veut, du mouvement palestinien, et sa branche islamiste. À l'aune de ce que vous nous dites, il faut peut-être relativiser ce partage. Il est moins étanche que ne le croient certains. C'est cela? C'est bien ça, Alexis, effectivement, l'idée de laïcité, c'est une idée que l'Occident a conquise lentement à partir du XVIe siècle, à partir des guerres de religion. Et de l'idée, enfin, avant de l'idée de laïcité, d'abord l'idée de tolérance. La tolérance n'est pas naturelle entre les humains. Ce qui est naturel entre les humains, c'est la violence. Et l'intolérance. La tolérance a été un long processus en Occident pour accepter l'autre, entre autres catholiques et protestants. C'est le fameux édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est fondamental dans l'histoire de l'évolution intellectuelle. Et l'édit de Nantes qui ouvre le XVIIe siècle, qui clôt le XVIe siècle, ça débouche sur un XVIIe siècle où progressivement l'idée de tolérance avance de plus en plus, où on accepte l'altérité, c'est-à-dire l'altérité protestante, ça ne va pas jusqu'à l'altérité juive, mais quand même l'altérité protestante, on accepte de vivre à côté de gens différents, sans vouloir les écraser, sans vouloir les détruire. Bon. Et donc cette idée progressive de tolérance, elle va aboutir doucement, progressivement, au XIXe siècle à l'idée de laïcité, c'est-à-dire de séparation du temporel et du religieux, mais c'est un processus très long, extrêmement long. L'Occident n'a pas inventé comme ça du jour au lendemain ni la tolérance, ni la laïcité. Or, ce processus, c'est-à-dire cette histoire intellectuelle, est-ce que l'islam l'a fait? Non. L'islam n'a jamais connu ce processus-là. Absolument pas. Et l'islam n'a connu aucun processus d'aggiornamento. Par exemple, quand on parle aujourd'hui du christianisme ou du catholicisme, on ne peut pas parler du catholicisme aujourd'hui comme il était dans les années 1930. Aujourd'hui, dans l'Église catholique vis-à-vis des Juifs, a fait un chemin considérable depuis la fin de la guerre. Les rencontres de Seelisberg, en 1947, avec des chrétiens comme Jacques Madol, Henri René Marot, et des Juifs, évidemment, comme Jules Isaac et d'autres, et aussi le grand philosophe chrétien, j'ai oublié son nom. Alors, c'est Raffi Marciano qui connaît cette histoire par cœur. Il a écrit d'ailleurs un livre passionnant, mais c'est vrai que des gens comme aussi différents que Jules Isaac, etc., ont eu l'occasion de parler beaucoup avec Jacques Maritain, etc., et qui est dans l'épouse était juive, elle s'appelait Raïssa, et Raffi l'a rappelé dans son livre merveilleux, d'ailleurs. C'est à Jacques Maritain que je pensais. Donc il y a tout un travail qui a été fait par l'Église, qui fait qu'aujourd'hui l'Église catholique, dans ses institutions, n'a plus du tout le regard des années 1930. Bon. Est-ce que cette évolution-là, l'islam l'a fait? Non, l'islam n'a pas fait cette évolution, ce chemin-là. Donc l'idée de tolérance, de laïcité, etc., ça n'existe pas en islam. La preuve, c'est que lorsque les États arabes deviennent tous indépendants, en gros après la Seconde Guerre mondiale, tous, je dis bien tous, sauf un, adoptent l'islam comme religion d'État. Je rappelle qu'en Israël, le judaïsme n'est pas religion d'État. Il n'y a pas de religion d'État en Israël. Le judaïsme, c'est la religion dominante, mais ce n'est pas une religion d'État. Bon. Et par exemple, donc, les musulmans et les chrétiens, il y en a en Israël, vous le savez, ils sont citoyens comme les autres. Tandis que si l'islam est religion d'État, ça veut dire que celui qui n'est pas musulman ne peut pas être citoyen à part entière. Le seul pays à ne pas avoir institué l'islam comme religion d'État, c'est le Liban. Et vous comprenez pourquoi, il y a 26 communautés différentes. Bon.
À partir de ce moment-là, la naïveté, nous, occidentaux, c'est de croire que le monde entier raisonne comme nous. Bon. Le résultat, c'est que, je vais te prendre un exemple historique, c'est la guerre d'Algérie. Durant la guerre d'Algérie, la gauche française a soutenu le FLN. Je ne porte pas de jugement ici, ni bien ni mal, c'est pas du tout mon sujet. Ce qui est mon sujet, c'est que le journal du FLN s'appelait El Moudjahid. Et la gauche française a traduit El Moudjahid par le combattant. Pas du tout. El Moudjahid, ça veut dire le combattant du djihad. Du djihad. Et la gauche française a été très largement trompée. Et pourquoi est-ce que j'emploie le mot trompé à dessein? Parce que quand l'Algérie obtient son indépendance en 62, que se passe-t-il en 63? L'Algérie adopte le code de la nationalité. Et que dit le code de la nationalité algérien? Il dit que pour être algérien, donc avoir la nationalité algérienne, il faut avoir 3 grands-parents musulmans sur 4. Ça veut dire que les juifs qui sont là bien avant l'islam, eh bien, ils ne sont pas algériens. Les chrétiens qui sont là depuis 100 ans et qu'on n'a aucune raison de déraciner, et dont certains restent après 62 parce qu'ils ont aidé le FLN et qu'ils sont partisans de l'Algérie algérienne. C'est parfaitement leur droit. Et donc ils sont battus pour l'Algérie algérienne. Ils ont pris des risques vis-à-vis de la France. Et bien ils ne seront jamais algériens. C'est ça le code de la nationalité. Donc voilà comment, globalement, on s'est trompé largement sur le nationalisme palestinien qui fait que on ne peut pas dire d'emblée, comme le dit Daniel Sibony, c'est le seul point où je serais vraiment en désaccord avec lui. Daniel Sibony dit que d'emblée, le combat palestinien était un combat islamisé. C'est faux. C'est impossible de dire ça. Pourquoi? Parce que je viens de le dire, au début du combat palestinien, ce sont des élites chrétiennes qui sont sur le devant de la scène. En gros, jusqu'en 1920. À partir des années 20, il y a aussi un rapport démographique. En gros, sur la population arabe de Palestine, 88% sont musulmans et 12% seulement sont chrétiens. Bon. Mais les élites sont chrétiennes. Mais à partir des années 1920 et surtout à partir de 21-22, quand les Anglais décident que le mufti de Jérusalem sera le jeune Amin al-Husseini, ce sont eux qui le décident, hein, il n'est pas élu. Il arrive en 4e position, il est battu aux élections pour devenir mufti de Jérusalem. Et les Anglais n'en tiennent pas compte et décident que ce sera lui. Alors effectivement, le mufti de Jérusalem, intelligent, c'est un homme remarquablement intelligent, va islamiser de plus en plus le conflit. Pourquoi? Parce qu'il comprend une chose, c'est que dans une société palestinienne qui est une société rurale, très archaïque, donc musulmane, massivement rurale, musulmane et archaïque, la notion de nation, au sens où nous parlons de la nation française, n'a aucun sens. Pour un paysan de Ramallah ou de Jenin ou de n'importe où, de Tibériade, ça ne veut rien dire la nation. Qu'est-ce que c'est que pour un paysan palestinien, la réalité, dans les années 1920-1930? Quand on demande à un paysan palestinien, musulman, comment pourriez-vous vous définir? Il dit, ben, je suis de telle famille. Bon, d'accord. 2, je suis de tel village. Très bien. 3, je suis de tel chamoula. C'est très important. Je suis de tel clan. Le clan. La chamoula, c'est l'alliance entre plusieurs grandes familles. Et ensuite, vous lui posez la question, mais vous êtes de quel pays? Question occidentale, normale. Ça ne veut rien dire, oui, quel pays? Il vous dira, j'appartiens à la Oumma, j'appartiens à la communauté des croyants. Le pays lui-même, la Palestine, personne ne le nomme ainsi, ni les Juifs, ni les Arabes. Il appartient à la Oumma. Bon, ça veut dire en clair, il ne faut pas être trop long, ça veut dire en clair que la réalité pour les Palestiniens, dès le premier tiers du XXe siècle, c'est une réalité profondément islamique. Profondément islamique. Ce n'était pas tout de suite. Mais les chrétiens ont été poussés à la porte, si vous voulez, et le soulèvement, d'ailleurs, le grand soulèvement palestinien en 1936-39, qui a duré 3 ans, s'est terminé en guerre civile à l'intérieur des Palestiniens entre musulmans et chrétiens. Les musulmans ont été écrasés, profondément écrasés et persécutés. Bon. Donc, en clair, l'idée d'une laïcité, d'un nationalisme laïque, c'est une illusion occidentale. Un exemple contemporain. On a dit l'OLP, le Fatah, etc., c'est un mouvement laïque. Mais quand Yasser Arafat signe les accords d'Oslo en 1993, ça lui est reproché par une grande partie du monde arabe, bien sûr. Il considéré comme traître. Ça lui est reproché par une partie des Palestiniens. Vous avez abandonné la Palestine, etc. Il est invité en Afrique du Sud, en 1994, l'année d'après. Les accords d'Oslo sont toujours vivants à ce moment-là. Hein. Le Rabin est toujours en vie. Il
il n'y a pas de frein aux accords d'Oslo. Il est invité dans une grande mosquée à Johannesburg. Et là, il s'adresse, on lui parle en arabe et il répond en arabe. Et on lui reproche d'avoir signé les accords d'Oslo. Et il répond, non, il répond, Oudaïbia, Oudaïbia, souvenez-vous d'Oudaïbia. Qu'est-ce que c'est Oudaïbia? C'est un accord de trêve avec des tribus juives, et par ruse, à la suite de cette trêve, il est venu à bout des tribus juives et il les a massacrées. En clair, les accords d'Oslo sont une ruse. C'est-à-dire qu'en clair, les références de Yasser Arafat, qu'on considère comme laïques, sont des références musulmanes, islamiques. Vous m'autorisez à ce stade une question, parce que c'est vrai qu'on reparcourt l'histoire, au fond, d'une illusion, peut-être collective, si on vous suit bien, cher Georges, vis-à-vis du mouvement national palestinien. On élargira la focale peut-être à d'autres pays et à la région dans sa globalité. Mais au fond, il y a un moment, c'est vrai, où les Israéliens ont tendu une main. Ils ont tendu une main très ferme. Vous venez d'y faire allusion. C'est la séquence 1993-2000. Dans cette séquence, il y a un certain nombre d'initiatives de paix, avec la parenthèse, il faut dire les choses, de la gouvernance de Benyamin Netanyahou, mais il y a un certain nombre d'initiatives de paix, celle de Rabin et Peres dans un premier temps, et celle ensuite de Barak et de Shlomo Ben Ami. Et est-ce qu'on peut dire que, avec l'éclatement de la deuxième intifada, donc à la toute fin de l'année 2000, au fond éclate en pleine lumière ce que vous venez de nous exposer pendant cette première demi-heure de débat passionnant, à savoir l'illusion peut-être de la gauche israélienne, des progressistes israéliens, américains et européens, quant à la nature véritable de l'interlocuteur qui était le leur à ce moment-là. Oui, Alexis, il y a beaucoup de vrai dans toute votre présentation, il y a énormément de vrai, c'est-à-dire que, je rebondis là-dessus, la gauche israélienne, comme la gauche occidentale en général, c'est globalement une gauche pour laquelle les cadres de pensée religieux se sont évanouis, se sont effrités. Bon, prenons la gauche occidentale, c'est une gauche qui est l'héritière d'un monde qui est déchristianisé, les églises sont vides. Bon. Et le drame, c'est que les intellectuels occidentaux, qui sont aujourd'hui très éloignés de la religion, considèrent que si la religion pour eux n'existe pas, ou n'existe plus, ou ça fait partie un peu d'une sorte de vieillerie, quelque chose de totalement obsolète, ils ont le sentiment finalement que l'humanité tout entière résonne comme eux. Mais pas du tout en fait. Pour eux, la religion ne signifie plus rien, mais en réalité, les cadres de pensée religieux représentent beaucoup pour des sociétés traditionnelles, entre autres comme la société arabo-musulmane. Et c'est une erreur dans la compréhension, il y a énormément d'erreurs d'ailleurs dans la compréhension qui ont aggravé le conflit, c'est une erreur qui leur fait voir dans ce conflit un conflit national, de frontières, de réfugiés. Encore une fois, ce sont des vrais problèmes, je ne dis pas qu'il ne faut pas résoudre ces problèmes, hein. Mais ils ont le sentiment que c'est là la racine du problème. Alors que les années 1993, dont vous parliez Alexis, à 2000, vous voyez dans la foulée du plan Peel 1937 et des Nations Unies 1947, 3 tentatives de créer un État palestinien. C'est-à-dire 3 offres, jusqu'en 2001 exactement, 3 offres de créer un État palestinien, dont l'une des 3, celle de Ehud Barak, je crois que c'est 2000 ou 2001, je ne sais plus exactement. À Camp David en 2000, en fait, l'été 2000. Où là, il va très loin, et même jusqu'à la restitution de Jérusalem-Est. Et la restitution d'environ 95% du territoire de la Cisjordanie. Et là, au dernier moment, Arafat dit non. Ils avaient dit non en 1937, non en 1947, ils ont dit non aux 2 autres tentatives après 1993, et donc la dernière en date, c'est celle d'Ehud Barak, la plus généreuse, tout le monde le reconnaît. Clinton, qui était le maître d'œuvre de toutes ces négociations, a dit plus tard que la faute de la non-signature revenait bel et bien à Arafat. Il s'était tenu très prudemment neutre au début, bien sûr, il ne pouvait pas prendre parti. Mais ensuite, il le dira, oui, la faute de l'échec de ces accords, c'est à Arafat. Il n'a pas voulu signer. Pourquoi? La raison est très simple. Parce que signer pour un État palestinien, c'est reconnaître l'État israélien. Et ça, il n'en est pas question.
C'est ça le fond du problème. Alors Georges, je m'autorisais une question à ce stade, c'est passionnant. À l'époque, je me souviens que Shlomo Ben-Ami, qui est un éminent collègue de l'université israélienne, un de vos collègues, avait dit nous assistons à la théologisation du mouvement palestinien. Ben-Ami, il était très partie prenante, puisqu'il était ministre de Barak, de ces négociations, et ensuite il a fait un livre passionnant d'ailleurs, qui s'appelait « Quel avenir pour Israël ?» et il parlait de la théologisation du mouvement palestinien. En tout cas, c'est le moment où celle-ci, qui était latente, éclate en pleine lumière. Alors ma question est très simple, il faut quand même qu'on ouvre un chemin d'espérance, ce soir à Créteil, pour nos amis, enfin on va essayer. Il y a aujourd'hui, alors vous allez peut-être me contester, mais allez, je prends un risque, il y a un pan de l'islam qui se tourne clairement, sur le plan politique tout au moins, du monde de l'islam, qui se tourne clairement vers l'Occident, notamment vers l'Occident américain. On peut citer des pays très différents. Alors je pense que vous allez toucher mon enthousiasme, mais après tout, je joue mon rôle, je prends des risques comme animateur. Cher Georges, citons le Maroc, à l'évidence, qui est un allié de l'Occident aujourd'hui et vers lequel d'ailleurs la France a fini par se tourner à nouveau, il y a quelques mois. Et puis on peut citer aussi, même si c'est plus compliqué, mais le cas de l'Arabie Saoudite. Est-ce que ces pays-là, à terme, n'auront pas une influence considérable sur le solution making du conflit israélo-palestinien? Oui, c'est ce qu'on peut espérer sur le fond, c'est-à-dire qu'on peut voir ces accords avec les Émirats arabes unis et le Maroc, par exemple, comme des accords dictés par la réalité, par le réalisme politique, pas par une véritable paix des cœurs, mais une paix des intérêts. Mais c'est pas grave, ça. Toutes les paix commencent comme ça. Bon. Et à partir du moment où la dynamique est enclenchée de la paix, elle peut progressivement peut-être faire évoluer les mentalités. On peut peut-être l'espérer. Une chose est sûre, c'est que il y aura probablement des mutations qui seront liées aux intérêts politiques des uns et des autres, qui viendront de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même le nœud du problème, puisque c'est la gardienne des lieux saints. Bon. Sont la gardienne du dogme, bien sûr. Il est possible que les choses bougent de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il y aura aggiornamento de l'islam, pour l'instant il n'y en a pas, mais c'est peut-être un premier pas qui permettra de faire bouger doucement les consciences, la réalité. C'est possible, c'est tout à fait possible. Là-dessus, il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme, c'est une possibilité qu'on doit envisager réalistement. Et d'ailleurs, s'il y a peut-être l'un des rares facteurs d'espoir de la sortie de cette guerre avec Gaza, c'est l'Arabie Saoudite. C'est peut-être le seul. Bon. Parce que c'est la seule puissance qui a la capacité d'imposer sa loi contre le Qatar, donc contre les frères musulmans, et pour une reconstruction de Gaza, mais différente. C'est possible. Cela étant, on le sait tous ici, il ne faut pas non plus se bercer trop d'illusions. Par exemple, le Maroc a signé les accords d'Abraham, c'est très bien. Il n'est pas revenu dessus malgré le 7 octobre, même si c'est très froid, les relations restent froides sur le fond, mais du côté de la population marocaine, pas d'illusion à se faire. La population marocaine est fondamentalement très anti-israélienne. Justement, à ce stade, c'est très intéressant. Cher Georges, on balaye au fond l'actualité à la lumière de l'histoire et de vos récits historiques, et notamment de ce que sais-je absolument passionnant. Disons-le simplement, parmi les puissances arabes évoluées, on vient d'en citer deux, il y en a d'autres bien sûr, est-ce qu'on ne pratique pas une forme de dissimulation des nouvelles alliances, c'est-à-dire on ne les assume pas auprès de sa population, parce qu'on sait qu'elles ne sont pas populaires, mais enfin, on pousse quand même les feux derrière. Vous voyez, alors, prenons l'exemple du Maroc. Un homme comme André Azoulay, il ne va pas se répandre sur les liens nombreux qui existent aujourd'hui avec Washington, avec Jérusalem, etc. Enfin, ils existent. Ils existent, ils se densifient, ils sont importants. Et au fond, c'est quand même un signe éminemment encourageant. Et je parle là sous le contrôle de nombreuses personnes qui ont des liens affectifs avec cette puissance émergente. Oui, c'est vrai. Concernant le Maroc, c'est tout à fait vrai. Mais ces accords restent fragiles parce qu'ils reposent sur la dynastie de Mohamed VI. Si le roi venait à être renversé demain, qu'est-ce que deviendraient ces accords? La question, c'est fragile. Et en même temps, ils ont le mérite d'exister
Et en existant, même s'ils sont basés sur simplement des intérêts politiques communs, ils peuvent faire bouger les choses progressivement. C'est tout. C'est peut-être le seul facteur d'espoir qu'il y ait là-dedans, à savoir qu'une nouvelle réalité politique s'imposera peut-être dans la région précisément par le calcul des intérêts froids des uns et des autres. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays arabes de la région ont besoin d'Israël. Entre autres parce qu'il y a le danger chiite iranien, mais aussi besoin de la technologie israélienne. Et ça joue un rôle. Par exemple, les Émirats arabes unis ont tiré leur épingle du jeu des accords d'Abraham, entre autres par l'agriculture. Les agronomes israéliens ont énormément aidé l'agriculture des Émirats arabes unis. Ce sont les mêmes problèmes de recherche de l'eau, bien sûr. Bon. Vous êtes passionnant, cher Georges Bensoussan, c'est un bonheur de vous écouter. J'ai très peu parlé d'histoire. Hein. Alors justement, on va revenir à l'histoire aussi. Les origines du conflit israélo-arabe, 1970-1950. On a quand même évoqué évidemment des sujets historiques et notamment les illusions du camp occidental. J'aimerais bien, puisque c'est aussi un sujet qui réaffleure dans l'actualité, qu'on évoque justement cette dimension plus idéologique, plus anthropologique, plus culturelle, qui est liée à l'histoire des gauches européennes. On sait aujourd'hui que malheureusement, celle-ci, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous le dénoncez, alimente beaucoup les discours de diabolisation, voire de satanisation d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis ce soir sur la longue histoire de ce préjugé qui aujourd'hui éclate sous nos yeux de manière quasiment irréversible? Oui, on a longtemps pensé que la gauche était fondamentalement et par nature et par essence hostile et revêche et rebelle à l'antisémitisme. Et on a longtemps pensé, entre autres dans l'histoire française, depuis l'affaire Dreyfus. Bon. Et on a du mal à envisager qu'en fait, il est possible que ce qui s'est passé avec l'affaire Dreyfus et dans les décennies qui ont suivi n'ait été qu'une parenthèse dans l'histoire de la gauche française. Parce qu'on constate que d'emblée, à partir du mouvement des Lumières, du XVIIIe siècle, une partie de la philosophie des Lumières est fondamentalement anti-juive. Je pense au baron d'Holbach, moins connu que Diderot, Rousseau et les autres, mais il a joué un rôle important. Bon. D'Holbach était un anti-juif fanatique. Bon, tout le monde connaît Voltaire, bien sûr, c'est pas la peine d'insister sur lui. Et dans les Lumières, l'anti-judaïsme est lié, bien sûr, à l'antichristianisme. Savoir que le judaïsme, c'est la religion mère. Bon. Et donc on s'en prend précisément à la religion mère qui est la religion juive. Et seule exception dans le tableau des Lumières, en France, c'est Rousseau. Alexis l'a dit tout à l'heure à propos de ce fameux passage de l'Émile, Profession de foi du vicaire savoyard, livre 4 de l'Émile, extraordinaire passage dans lequel il dit je ne jugerai jamais les Juifs avant qu'il n'y ait un État, des universités, des écoles libres, etc. Et il dit plus loin encore, je ne veux pas juger les Juifs parce que, vu l'oppression que nous faisons peser sur eux, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient accusés d'être des hypocrites, des traîtres, des dissimulateurs. Nous avons tout fait par l'oppression que nous faisons peser sur eux pour qu'ils soient ainsi. C'est remarquable. Bon. Mais c'est Rousseau. Bon. Et il est relativement isolé dans ce paysage-là. Et globalement, dans la première moitié du XIXe siècle, au fur et à mesure que se développe le capitalisme financier, la gauche, en France, qui se développe, est anticapitaliste, et cet anticapitalisme-là se confond souvent avec l'antijudaïsme, au sens où l'argent, le juif, est le symbole de l'argent. Avec un certain nombre de familles qui commencent à émerger déjà, les Pereire, les Lazare et surtout les Rothschild. Bon. Et lorsque l'affaire Dreyfus commence en 1894-95, globalement, la gauche française ne se mobilise pas du tout pour le capitaine. Et même Jaurès, qui sera plus tard un grand Dreyfusard, il y a des passages chez Jaurès concernant par exemple les Juifs d'Algérie qui sont passablement antisémites. Bon. Et même Jules Guesde, qui est l'un des grands noms du socialisme français, ne voulait absolument pas s'engager dans la querelle dreyfusarde. C'est très tardivement, à partir de la fin 1897, à partir du moment où l'affaire Dreyfus commence vraiment à devenir publique et à séparer le pays, à couper le pays, que la gauche française commence à comprendre que le camp
de la réaction antisémite, c'est aussi le camp anti-républicain, c'est aussi le camp de l'Église, c'est aussi le camp de l'armée. Autrement dit, que le combat contre les Juifs, c'est aussi le combat contre la République, et donc c'est un ensemble que si on veut combattre pour la République, contre le danger de l'Église et contre le danger de l'armée, il faut protéger également les Juifs. Et c'est Zola, les fameux articles de Zola, et ensuite le ralliement de Jaurès et des autres. Et à partir de ce moment-là, oui, effectivement, la gauche française, globalement, est une gauche qui combat l'antisémitisme, au moins jusqu'au-delà, bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, avec toutefois des nuances. Quand vous regardez l'évolution du Parti communiste français, il n'est pas indemne d'antisémitisme, même avant 1939. Quand, par exemple, en 1939, la guerre éclate, et le Front populaire a éclaté déjà depuis un an et demi. Bon. Donc Thorez et Blum, c'est terminé la Grande Alliance. Eh bien, vous avez des textes de Thorez, et pas seulement de Thorez, mais aussi d'un autre dont j'ai oublié le nom, concernant Blum, qui sont des textes qui flambent l'antisémitisme. Qui sont terrifiants. Blum au doigt crochu. Blum au doigt crochu. Ce sont des textes communistes. Bon. Pas de tout le Parti communiste, mais enfin des textes de dirigeants du Parti communiste. Donc cette idée, encore une fois, que le juif c'est l'argent, qui imprègne une bonne partie de la conscience populaire, on le retrouve. Bon. Donc aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui avec incontestablement la résurgence de l'antisémitisme dans l'extrême gauche qui est LFI, c'est pas totalement une nouveauté. C'est une reprise d'un vieux courant. Alors, agrémenté quand même cette fois, c'est ça la nouveauté, du fait que LFI a carrément fait le pari de ce que la droite appelle le grand remplacement. Alors, pour LFI, le grand remplacement est un fantasme de Zemmour et d'extrême droite, sauf que Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation de la société française. Qu'est-ce que c'est la créolisation? Ben, c'est le grand remplacement, tout simplement. Et Jean-Luc Mélenchon l'a dit il y a une semaine, il mise sur la créolisation pour changer le résultat des élections et finir par les gagner. Bon. Et le dernier épisode en date, qui date d'aujourd'hui, l'affiche qui a été placardée contre Cyril Hanouna, qui est exactement le décalque de l'affiche du juif sus de la propagande nazie durant la guerre. La même chose. Alors ça veut dire quoi? Un dérapage? Non. Un clin d'œil à l'électorat musulman. Parce que c'est là qu'ils vont prendre leur voix. Donc là, si vous voulez, il y a à la fois chez LFI une reprise d'un vieux courant de gauche, bien sûr, le capitalisme, l'argent, etc., bon, la modernité urbaine et tout le reste, le juif représentant tout cela, mais avec un élément nouveau, c'est qu'il parie sur une population qui est fondamentalement antisémite, intrinsèquement antisémite. Alors, quand je dis cela, je ne porte pas atteinte à la population musulmane, je regarde simplement un sondage que tout le monde a vu aujourd'hui. C'était hier, mais moi je l'ai vu aujourd'hui seulement. Dans la jeunesse française, 16% des jeunes Français déclarent ne pas vouloir avoir de relation avec un camarade ou une camarade juive. 16%, 1 sur 6. C'est énorme. Mais 46% des jeunes musulmans disent la même chose. La matrice du nouvel antisémitisme, elle est là. Il y a 20 ans qu'on le dit, entre parenthèses. Hein. J'ai même eu un procès pour ça. J'ai eu un procès parce que j'ai dit qu'il faisait jour à midi. Bon. Dans l'émission d'Alain Finkielkraut. Bon. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît, évidemment. J'ai rien inventé. Ce sondage, tout le monde a pu le lire. Eh bien, LFI a fait le pari de cet antisémitisme-là. Il a fait le pari, finalement, de l'abjection, parce que c'est l'abjection la plus pure, quoi. Et encore une fois, malheureusement, dans l'histoire de la gauche française, c'est pas totalement nouveau. Alors, on continue à sauce et à gambade à évoquer la longue histoire de ce conflit et de ses rétroactions en terre européenne, mais aussi en terre arabe. Vous avez un chapitre passionnant, je ne peux pas évidemment le résumer dans son intégralité, c'est la Palestine dans la guerre mondiale. On peut dire que, vous avez évoqué le grand Moufti, il y a plusieurs personnalités du monde arabe qui se sont illustrées par un concours apporté aux puissances de l'Axe et au combat des nazis et de leurs alliés contre le peuple juif. D'ailleurs, on va développer ce point si vous voulez. Boualem Sansal, dans un de ses premiers livres, Le village de l'Allemand, racontait cela. Hein, il racontait cette contribution, pas du monde arabe, mais d'une partie du monde arabe, il faut être nuancé,
à l'ascension du nazisme en Méditerranée. Ça fait l'objet d'une occultation, j'allais dire, récurrente encore aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, cher Georges? Oui, il y a dans le nationalisme arabe des années 30, une partie du nationalisme arabe, vous avez raison Alexis de dire une partie du nationalisme arabe est profondément marquée par le fascisme et surtout le nazisme. Les fondateurs du parti Baas en Syrie et en Irak, dont d'ailleurs des Arabes chrétiens, Michel Aflaq par exemple, étaient très influencés par les nazis, et dans les mémoires de l'un d'entre eux, je n'ai pas les noms en tête maintenant, je n'ai plus les noms en tête, j'ai étudié ça non pas dans ce livre-là, mais dans un précédent livre qui était Juifs en pays arabes, qui essayait de comprendre pourquoi les Juifs sont partis. Et on constate qu'une partie du nationalisme, en particulier du Moyen-Orient, donc le Baas, Syrie, Irak, était fasciné par le nazisme. Et dans ses mémoires, l'un des fondateurs, voilà, ça me revient, Sami Al-Joundi, ami de Michel Aflaq, reconnaît qu'Hitler était leur grand homme. Bon. Ça a profondément marqué le nationalisme arabe. Bon. Et ce n'est pas seulement le nationalisme arabe, mais également les frères musulmans. Et non seulement ça les a marqués idéologiquement, l'ennemi juif était le même, mais aussi parce que le mouvement nazi a aidé énormément le nationalisme arabe, et il a aidé les frères musulmans de Hassan el-Banna en Égypte à partir de 1933. Alors, est-ce que le mouvement nazi est intervenu dans le conflit en Palestine? Pas tout de suite. À partir de 1933, quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, on sait qu'en janvier, au mois de mars, le moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, va à Jérusalem rencontrer secrètement le consul d'Allemagne à Jérusalem, Heinrich Wolf. Qu'est-ce qu'il vient lui dire? On le sait parce qu'on a les archives allemandes, évidemment. Il vient lui demander une alliance. Il vient d'abord le féliciter, Hitler est un grand personnage, etc. Et il veut une alliance. Et les nazis ne donnent pas suite. Et durant 4 ans, il va redemander la même chose, une alliance, parce qu'on a les mêmes buts, la lutte contre l'Angleterre, la lutte contre les Juifs, etc., etc. Hitler ne donne pas suite. Pourquoi? Non pas par philosémitisme, bien sûr que non. Hitler ne donne pas suite parce qu'il ne veut pas dresser l'Angleterre contre lui. Il ne veut pas aller en guerre contre l'Angleterre. Je rappelle que l'Angleterre est la puissance mandataire en Palestine. Mais, à partir de 1938, avec les accords de Munich, et quand Hitler commence à être prêt à la guerre, il n'a pas cessé de réarmer depuis 1933, il avait introduit le service militaire obligatoire en 1935, ce qui était interdit par la conférence de Versailles. Et il arme son pays, et on traverse 60 heures dans les usines allemandes de munitions. Quand en 1938, il commence à être à peu près prêt pour la guerre, et qu'aux accords de Munich, même la diplomatie britannique commence à comprendre qu'elle s'est fait tromper, qu'elle s'est fait berner, parce que les accords de Munich, à peine signés, le 30 septembre 1938, Hitler les viole quelques semaines plus tard. Donc à ce moment-là, on comprend qu'on va vers la guerre en Europe. Et à ce moment-là, Hitler ne veut plus prendre de gants avec les Britanniques. Et à ce moment-là, en 1938, alors il dit oui aux offres de partenariat du nationalisme palestinien. Et c'est ce qui va se passer. À ce moment-là, le moufti de Jérusalem est exilé au Liban. Parce qu'ayant refusé le rapport Peel en 1937, les Anglais le considèrent comme un ennemi. Donc il se réfugie sur la mosquée d'Omar. Les Anglais n'ont pas le droit de pénétrer, c'est un lieu saint d'islam. Il se réfugie là avec sa famille durant 3 mois, et en juillet 1937, et en octobre 1937, il est exfiltré par ses amis, par la côte, par Jaffa. Il est exfiltré de Jérusalem à Jaffa, par bateau jusqu'au Liban, et il va vivre au Liban. Donc quand la guerre commence en 1939, il est au Liban. Bon. Et lorsque la guerre commence, évidemment, franco-britanniques sont alliés, il ne peut plus rester au Liban. Le Liban est mandat français. Les Français vont l'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit en Irak. Il est à Bagdad. Il est à Bagdad où il aide à Bagdad le général Al-Gaylani, en avril 1941, Al-Gaylani, qui est un général pro-nazi, à prendre le pouvoir. C'est ce qui se passe. Ils prennent le pouvoir. Les Anglais ne peuvent pas laisser un régime pro-allemand en Irak. Pourquoi? Parce que l'Irak, c'est ce qui prend un revers, l'Inde. C'est-à-dire la possession la plus importante de leur empire. Bon. Conséquence, ils interviennent en Irak, ils débarquent à Bassora, dans le sud de l'Irak, ils remontent jusqu'à Bagdad. Donc ils sont rapidement victorieux. Al-Gaylani s'enfuit, le moufti s'enfuit, et ça donne lieu d'ailleurs à Bagdad au plus grand pogrom du XXe siècle en terre arabe. Le Faroud de Bagdad, 1 jour et demi d'émeutes
où l'armée et la police participent avec les émeutiers à tuer du juif, à brûler, à violer et à voler, une catastrophe. C'est le plus grand traumatisme de l'histoire juive irakienne et le plus grand pogrom, encore une fois j'insiste, du monde arabe, hein, du XXe siècle. Bon. Le Moufti s'enfuit, il s'enfuit vers l'Iran, de l'Iran, enfin je passe tous les détails, ce serait trop long, il fait tout un périple pour arriver jusqu'en Italie en octobre 1941. Mussolini lui offre l'asile politique, il n'en veut pas, il veut aller en Allemagne. Il est reçu en Allemagne, il arrive en Allemagne, Hitler le reçoit le 28 novembre 1941, lui offre l'asile politique, et il reste en Allemagne avec sa suite, il n'est pas seul, il y a 50 personnes avec lui. On lui offre une résidence exceptionnelle pour l'habiter, et on lui offre 90 000 Reichsmark par mois. D'où vient l'argent? Des biens juifs volés. Bon. Et que fait-il à partir de novembre 1941? Eh bien, il va intervenir très régulièrement par radio à onde courte qui s'appelle Radio Zizen, qui est au sud de Berlin. C'est une radio, un émetteur à onde courte qui existe depuis 1939, qui émet et qui couvre tout le bassin méditerranéen et même au-delà, qui couvre jusqu'en Iran. On peut capter des émissions jusqu'en Iran, avec des émissions en arabe, en turc, en farsi, en ourdou, dans plusieurs langues. Donc il y a beaucoup d'émissions en arabe, et il est, lui, non pas le technicien bien sûr, mais il est le responsable des programmes en arabe. Et lui-même intervient à plusieurs reprises, et on a tous les programmes, parce que les services américains au Caire ont tout capté et tout codifié. C'est-à-dire que le travail des Américains était remarquable. On a tous les enregistrements de Radio Zizen. Et le Moufti appelle à la mort des Juifs. Il y a des appels, mais ce n'est pas des métaphores. Ce sont des appels violents dans lesquels il dit « Tuez les Juifs où vous les trouvez. Partout où vous les trouverez. » Et le Moufti intervient à plusieurs reprises lorsqu'il y a une possibilité d'échanger des Allemands qui sont retenus dans les territoires alliés, dont la Palestine britannique, contre des Juifs polonais ou autres. Il y a une possibilité d'échange, les Juifs allant en Palestine et les Allemands de Palestine exfiltrés vers leur pays, vers l'Allemagne. Le Moufti dit systématiquement non, parce qu'il s'agit de la Palestine, et il recommande au contraire d'envoyer les enfants en question qu'il faudrait sauver vers la Pologne. Bon. Donc il sait, alors on pourrait dire, mais il ne sait rien du génocide. Mais non, parce qu'après-guerre il écrit ses mémoires. Et il est l'un des rares dirigeants arabes à dire clairement dans ses mémoires « J'étais au courant de tout ». En 1943, Himmler lui dit « On a tué déjà 4 millions de juifs ». Il écrit noir sur blanc dans ses mémoires. Il sait tout. Et en fonction, malgré cette connaissance aiguë du génocide, c'est lui qui incite encore à aller jusqu'au bout du massacre. Le reste, c'est qu'il reste à Berlin jusqu'au début 1945, après le suicide d'Hitler, et un avion allemand l'amène en Suisse. Et là, les Suisses, très courageux d'habitude, les Suisses le confient à la police française. Ils ne veulent pas s'en mêler. Bon. Parce que, comme dit Churchill, le Moufti, c'est une tonne de dynamite sur 2 pattes. Très belle définition, c'est-à-dire qu'il sait énormément de choses. Et les Français se trouvent bien embarrassés, mais pourquoi? Les Français se trouvent embarrassés, alors ils le mettent en résidence surveillée, il n'est pas en prison du tout, ils le mettent à Bougival dans une villa avec un cuisinier, Et il a le droit même d'acheter une voiture et 2 secrétaires. Et entre parenthèses, à peine est-il arrivé que le recteur de la Grande Mosquée de Paris lui offre un grand dîner, en son honneur. Bref, il est en résidence surveillée, mais les Français sont très embarrassés par le Moufti. Je suis un peu long, mais vous allez voir, c'est très intéressant cette histoire du Moufti pour la suite, parce que l'Angleterre réclame son extradition. La Yougoslavie aussi. Il a fait des crimes de guerre avec sa légion SS en Bosnie. Et les Français ont peur de l'extrader. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que les Français ont un empire colonial au Maghreb. Et s'ils extradent le Moufti, c'est la révolte dans les rues d'Alger, de Rabat, de Tunis et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, finalement, les Français ne l'extradent pas, et que se passe-t-il? En mai 1946, brutalement, pendant une semaine, la police ne surveille plus la villa. Je ne sais plus pourquoi. Il n'y a plus de police. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend un avion, la TWA, pour le Caire. Tout simplement, il va à Orly, et il prend un avion sous un autre nom, bien sûr. Pendant une semaine, il n'y a plus de policiers français, comme c'est étrange. Vous comprenez ce qui s'est passé? La France a fermé les yeux, bon, il s'est enfui, c'est pas de notre faute. Évidemment, le ministère de l'Intérieur rejette la faute sur les affaires étrangères rejettent la faute sur l'Intérieur. Bref,
le gouvernement français ne s'est pas fâché avec la Grande-Bretagne ni avec la rue arabe. Alors aujourd'hui, la rhétorique aujourd'hui, c'est de dire, je l'ai lu encore récemment dans une brochure sur le conflit israélo-arabe, c'est de dire, mais le Moufti, c'est une histoire surfaite. En réalité, le Moufti ne représentait rien dans la rue arabe. Il n'était pas populaire du tout. Le malheur, c'est que moi, dans les archives diplomatiques françaises, je suis tombé sur les rapports des ambassadeurs français au Caire et du consul français à Jérusalem, en 1945. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai pas pu développer ça dans ce petit livre, mais ça viendra dans un autre. Ils disent surtout, ne touchez pas au Moufti, il est extrêmement populaire. Si nous prenions la moindre mesure contre lui, nous aurions une émeute dans nos possessions au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et c'est pour ça que les Français sont très gênés avec l'histoire du Moufti et le laissent filer. Bon. Donc la collaboration du Moufti avec les nazis est totale. Et de la part d'un homme qui sait tout du génocide et qui encourage encore à aller plus loin. Alors Georges, je vous en prie. Vous avez ajouté, c'est très important. Aujourd'hui, dans la rhétorique habituelle, on entend, enfin, le génocide, c'est l'Europe. Bien sûr que le génocide, c'est l'Europe. Le génocide, c'est l'Allemagne. Bien sûr que c'est l'Allemagne et les auxiliaires. Le monde arabe n'a rien fait là-dedans. Bien sûr que le monde arabe n'a rien fait. Si. Le monde arabe a empêché l'entrée des Juifs en Palestine en faisant pression sur Londres. C'est-à-dire qu'en 1939, en mai 1939, nous ne sommes pas encore dans la guerre, en mai 1939, Londres publie un livre blanc sur la Palestine qui dit ceci en quelques mots: fin de la déclaration Balfour, plus d'immigration juive dans un délai de 5 ans, 15 000 par an et au-delà de 5 ans, plus personne. 2. Interdiction de vente des terres à des juifs sur 90% du territoire. 3. Autodétermination du territoire dans un délai de 10 ans. Comme à cette époque-là, les juifs représentent 1/3 de la population et les arabes 2/3, vous connaissez le résultat du vote. Bon. En clair, la déclaration Balfour est morte. Pourquoi les Anglais ont-ils pris cette position? Pas du tout par antisémitisme. Les Anglais ont pris cette position pour ne pas se mettre à dos le monde arabe. Ça signifie quoi, concrètement? Ça signifie que par pression du monde arabe sur les Anglais ont fermé les portes de la Palestine, alors qu'il y a, en mai 1939, 500 000 demandes de visa pour entrer. 500 000 de juifs autrichiens, tchèques, allemands et autres, et polonais et autres, qui sentent la catastrophe venir. Alors on pourrait me dire, oui, mais là vous projetez la catastrophe comme la catastrophe s'est produite, vous projetez sur ce qui s'est passé. Non, non. Il faut lire ici ce que raconte Berl Katznelson, le fondateur de la Histadrut, ce que raconte Jabotinsky, le fondateur du mouvement révisionniste et du Bétar, ce que raconte Ben Gurion lui-même dans les années 33, 34, 35, 36, 37. Je pense entre autres à Berl Katznelson qui écrit à sa compagne Léa en 38. Si nous ne faisons rien, c'est une catastrophe qui va s'abattre sur le peuple juif en Europe. On est en 38. En 34, Ben Gurion dit c'est une Shoah qui se prépare pour le peuple allemand. Une Shoah, il emploie le mot. Attention, c'est pas le sens d'aujourd'hui. Hein. C'est le sens d'une catastrophe dans la Bible. Bon, beaucoup le disent. Jabotinsky en 38 va à Varsovie, il tient un meeting devant une foule immense de partisans du Bétar révisionniste. Et il dit si nous ne faisons pas partir 1,5 million de juifs d'ici de Pologne, c'est une catastrophe qui va sombrer sur vous tous. Il faut partir et partir tout de suite. 38. Donc, ils ont la préscience du désastre. Voilà ce que je voulais dire. On vous applaudit chaleureusement, cher Georges. Je garde pour après, pour ne pas saturer cet entretien, la question que j'avais sur l'exode oublié, mais évidemment, vous y répondrez tout à l'heure, c'est lié. Le fait que la plupart des pays arabes, au moment des indépendances, dans les années 50 et 60, n'aient pas souhaité que les Juifs restent présents dans ces différents pays. On y reviendra parce que c'est un sujet intéressant. C'est lié évidemment à l'imprégnation théologique dont vous avez fait le fil rouge de cette conversation absolument passionnante. Le moment est venu de passer, chers amis, à vos questions. Et on va vous passer évidemment le micro dans les travées pour des questions, hein, plus que des interventions, si vous le pouvez. Merci beaucoup. Bonjour, M. Bensoussan, je voulais...
Je voulais savoir le point de bascule qu'il y avait en fait, à partir de quand l'Occident ou le monde non musulman, puisqu'on a dit qu'au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, il était communément admis en fait que la Palestine devait revenir aux Juifs. À partir de quand ce mouvement a changé et à partir de quand, dans l'esprit on va dire des chrétiens pour simplifier entre guillemets, c'est plus évident et ça a carrément changé d'opinion. Est-ce qu'il y a une date précise et un moment de bascule précis ou pas? Ah oui, on peut rassembler les questions, c'est une bonne idée. On a 4 questions, on va les rassembler. Oui, c'est une bonne idée. Bonsoir. Monsieur Bensoussan, comment percevez-vous actuellement l'évolution de l'antisémitisme en France ces derniers mois et quelles mesures préconisez-vous pour lutter contre ce phénomène? Merci beaucoup. D'autres questions? Ah, il y a une question là, voilà. Bonjour. Vous m'avez dit que dans les années 10 en Palestine, en Syrie, il n'y avait pas de sentiment de nationalité de la part de la population arabe, et pourtant, à partir des années 30, vous parlez de nationalisme arabe. Comment est-ce que ce changement est arrivé, en fait? Merci beaucoup, excellente question. Une quatrième, éventuellement? Non. Ouais, alors, monsieur, voilà. Ouais. Bonsoir, monsieur Bensoussan. Cher Alexis. Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur une interview de Madame Simone Veil qui vraiment s'attaque foncièrement envers les dirigeants de l'Ukraine en disant qu'ils avaient fait des massacres, c'était des nazis, c'était tout ce que vous voulez. Actuellement, il y a un conflit, il y a un bras de fer énorme entre Poutine et Zelensky. Faut-il laisser Poutine être maître de l'Ukraine, éventuellement de la Pologne, de la Moldavie, pourquoi pas, je ne sais pas, mais très bientôt, au Portugal? Ou faut-il vraiment dire, comme le fait si bien Trump, à Zelensky, stop, la comédie a assez joué, 3 ans, il y a assez de morts, on arrête les dégâts. Merci beaucoup. Bah, ça vous fait beaucoup de questions, cher Georges. Hein, oui. Pour la première question, la bascule du monde occidental, c'est une question importante que vous posez, cette histoire de bascule, parce que dans la conscience du monde occidental, l'évidence, c'est que la Palestine est bien un terre des Juifs, et les déclarations d'un grand nombre d'intellectuels ou de politiques à la fin du 19e, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, disent la même chose. Surtout dans le monde anglo-saxon. Parce que dans le monde anglo-saxon, il y a un courant évangélique du protestantisme qui est très favorable aux Terre sainte, qui n'est pas antinomique dans l'antisémitisme. Hein. Ils peuvent être les deux. Bon. Et ceux-là vont vraiment défendre le retour des Juifs en terre d'Israël. Bon. C'est indéniable. Alors, à partir de quand y a-t-il eu cette bascule? 2 choses à noter. La première, c'est que du côté de la gauche, globalement, la gauche occidentale, et entre autres la gauche française, je la connais un peu mieux quand même que le reste, la gauche française a été favorable au projet sioniste, au moins jusqu'à la guerre des 6 jours. Par exemple, en 1926 est créé un comité France-Palestine qui rassemble un grand nombre de personnalités centristes ou radicales. Mais surtout, après la guerre en 1945-1946, un nouveau comité France-Palestine, je crois, est créé, qui est favorable à la création de l'État d'Israël, qui va militer pour la création de l'État d'Israël. Et quand vous regardez le nom des signataires, des principaux fondateurs signataires, c'est toute la gauche française qui est là, sauf les communistes. Mais toute la gauche française y est. Mais même les communistes sont favorables, car je rappelle qu'à l'époque, Staline défend l'idée d'un État d'Israël, et donc le Parti communiste et l'Humanité, la première, le journal du PC, se rallie à cette idée. Alors, à partir de quand y a-t-il bascule? Je dis, du côté de la gauche, probablement, c'est aux environs de la guerre des 6 jours que ça commence à basculer. Mais avant, est-ce qu'il n'y a pas une bascule avant dans d'autres fractions de l'opinion en France? Oui, c'est du côté de l'Église catholique.
Du côté de l'Église catholique en France, la position vis-à-vis du sionisme a toujours été hostile, toujours. Et quand vous prenez un journal comme l'Action française en 1920, avant qu'elle soit condamnée par le Vatican, l'Action française a été condamnée par le Vatican en 1926, mais en 1920, ça n'était pas le cas encore. En 1920, en décembre 1920, il y a des articles de Jacques Bainville, qui est le grand historien de l'époque de la droite française et du catholicisme français, qui sont d'une violence contre le sionisme impressionnante. Alors, comment l'expliquer, cette hostilité du catholicisme? C'est très simple. Le mouvement sioniste, c'est la restauration de la souveraineté nationale juive sur la terre où est mort le Christ. Pour une conscience catholique, c'est inadmissible. Et c'est d'autant plus inadmissible, et d'ailleurs les catholiques le disent, que lorsqu'Herzl, dans les derniers mois de sa vie, en janvier 1904, il est mort cette année-là, vous savez, au mois de juillet, lorsqu'Herzl est reçu par le pape, ce qui est rare, hein, il était reçu par le pape, et il a un dialogue très franc avec le pape, il demande le soutien du pape, et le pape lui répond « Non, nous ne pouvons pas vous soutenir ». Que lui dit-il en gros? Ça a été retranscrit. Il lui dit « Vous n'avez pas reconnu la messianité de Jésus. Nous ne pouvons pas vous reconnaître. » Bon. Donc pour nous, n'attendez aucun soutien de notre part. Donc l'Église catholique a été fondamentalement hostile. Le protestantisme, en particulier anglo-saxon, non, j'ai dit pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, il y a déjà un antisionisme militant du côté du monde catholique. Par exemple, le premier article antisioniste non juif, parce qu'il y a un antisionisme juif qui est très fort, hein. Le premier article antisioniste non juif a été publié dans la revue des Jésuites Études en 1897 par un jésuite, je ne vais pas dire de bêtises, c'est belge, ou je ne sais pas s'il est libanais, italien ou belge, enfin, par un jésuite, bon, dans la revue des Jésuites. 1897, c'est pas n'importe quelle année, c'est l'année du premier congrès sioniste de Theodor Herzl. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en gros, ça se précise. Bon. Le nationalisme arabe. Effectivement, j'ai parlé de nationalisme arabe et j'ai dit, dans les années 10, il n'y a pas de nationalisme palestinien. D'ailleurs, encore une fois, les Palestiniens, les gens qui habitent cette région-là l'appellent la Syrie du Sud. Et d'ailleurs, l'un des premiers titres en arabe, de la presse arabe, s'appelle Syrie du Sud, Souria al-Janoubia en arabe, la Syrie du Sud. Palestine, c'est les Occidentaux qui l'appellent ainsi. Bon. Et pourtant, j'ai parlé de nationalisme arabe dans les années 30 avec le Baas syrien, etc. Oui, effectivement, il y a un début de mouvement nationaliste parmi les élites arabes occidentalisées. C'est-à-dire, en gros, les élites arabes de Bagdad, de Damas, de Beyrouth, du Caire, de Jérusalem, etc. Mais c'est un tout petit noyau, si vous voulez. Bon. Et donc là, effectivement, on est en présence d'un mouvement de nationalisme arabe qui tente progressivement, peu à peu, de se séparer un peu du carcan religieux, mais qui n'y arrivera vraiment jamais. Mais, encore une fois, par rapport à la société arabe tout entière, ça reste quand même très marginal, sur le fond. Voilà. Concernant l'antisémitisme en France, c'est très difficile de répondre à cette question. Je vous dirais deux choses. D'abord, il y a très longtemps qu'on est conscient du problème. Souvenez-vous, les territoires perdus de la République, c'était 2002, il y a 23 ans. Bon. Sous la signature d'Emmanuel Brenner, mais on le connaît, Brenner il est avec nous ce soir. 2002. Et à l'époque, personne ne voulait nous croire. On nous a pris pour des fous furieux. Je me rappelle que... Pas tous d'ailleurs, pas tous, parce que le gouvernement de Jacques Chirac nous a pris très au sérieux, c'est lui qui nous a fait recevoir à l'Élysée. Jacques Chirac en 2003, et qui nous a fait auditionner par la commission Stasi, qui a conclu par l'interdiction du port du voile à l'école. On a été auditionné, un de mes camarades et moi, pendant 3 heures par la commission Stasi. C'est Jacques Chirac. Et Blandine Kriegel a pris une part importante d'ailleurs aussi, hein, dans l'audience que tu as reçue. Et en revanche, la direction de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, quand elle a reçu le livre, elle a eu le sentiment qu'elle avait affaire à des excités. Donc elle m'a demandé de venir en parler. J'avais devant moi les 3, pas Simone Veil, pas la présidente, hein, mais la direction. J'avais devant moi 3 grands bourgeois, je suis obligé de le dire comme ça, c'est la vérité. 3 grands bourgeois
qui ne comprenaient absolument pas de quoi je parlais. Absolument pas. Ils pensaient qu'on exagérait, que c'était un peu paranoïaque de notre part, etc. Cela étant, tous, venant de la même origine, n'ont pas réagi de la même façon. Parce qu'en même temps que j'étais reçu seul à la FMS, un peu comme un coupable, sommé de m'expliquer, en même temps, Roger Kuckerman, président du CRIF, puis Richard Presquier à sa suite, avaient décidé d'acheter le livre et de le distribuer au dîner du CRIF en 2004 ou 2005, je ne sais plus exactement quelle année. Donc tous n'ont pas eu la même attitude. Bon, j'en reviens à votre question. Deux choses. La première, c'est que cet antisémitisme violent aujourd'hui, qui tue en France depuis 2000, depuis les années 2000, depuis Sébastien Selam, il y a eu 16 morts. Si je compte les morts du musée juif de Bruxelles qui ont été tués par un Français musulman, Nemouche, qui est actuellement chaussé. Il est allé, vous savez pourquoi il est allé à Bruxelles tuer? Parce que là-bas, il n'y avait pas de surveillance. Au Mage, à Paris, il y avait une surveillance. Bon. 16 morts. Tous ont été tués par des mains musulmanes. J'y peux rien, c'est pas raciste ce que je dis, c'est une vérité factuelle. Tous, qu'ils soient maghrébins ou noirs, tous musulmans, tous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes en présence d'une vague de fond qui s'appelle l'immigration, qui a totalement changé la nature de ce pays. Et comme le disait le grand philosophe français Auguste Comte au XIXe siècle, il disait de la démographie, c'était le destin. La démographie, c'est le destin. Mais notre destin s'est joué déjà depuis 50 ans. Nous sommes en présence d'une vague de fond qui est en train de nous pousser dehors. Bon. Mais, deuxième point, ça ne veut pas dire que la situation est perdue, pas du tout, j'y crois pas. Moi, je ne crois pas aux situations perdues. À partir du moment où on accepte de se battre, et on veut se battre, toutes les situations peuvent être gagnées. En juin 40, toutes les apparences donnaient raison au maréchal Pétain. Toutes les apparences. Et De Gaulle, seul, à Londres, pense que la guerre n'est pas terminée, et il essaie de rallier à lui les Français libres. Il y a une poignée qui se rallie à lui, une poignée, même pas 30 000, même pas 40 000. Toute l'armée refuse de le suivre. Et il est même condamné à mort par contumace en France. Mais sur le fond, parce qu'il a choisi le combat, c'est lui qui avait raison. Donc je considère que si aujourd'hui on choisit le combat, on gagnera. Le problème, c'est qu'on a une classe politique d'une lâcheté rarissime. On a un pays d'une lâcheté totale. Et je ne vois pas d'issue sur ce plan-là, c'est désespérant. Vous ne voyez pas un De Gaulle Je ne le vois pas pour l'instant, je ne le vois pas. Vraiment, je ne le vois pas dans la classe politique française. Et ce qui est sûr, c'est que s'il y avait une volonté politique, je le sais parce que je connais un grand nombre de milieux français, et entre autres de milieux catholiques avec lesquels je travaille, l'amitié judéo-chrétienne de France, et je les vois dans les rassemblements. Il y a toute une France qui ressent le même danger que nous, et qui est prête à se battre. Le seul problème, c'est qu'on est totalement muselé par un système qui ne permet pas la libre expression, parce que nous sommes dans le gouvernement des juges, où le Conseil d'État décide, le Conseil constitutionnel décide, passe par-dessus le suffrage universel, vous voyez le traité de Lisbonne, et ça signifie que une grande partie de l'opinion du peuple français n'est pas représentée. N'est pas représentée et ça ne choque personne. Des millions et des millions de Français ne sont pas représentés. Ça ne choque personne sur le fond. Je vais prendre un exemple simple. Les médias de service public, payés par nos impôts, notre argent. France Inter, France Culture, France Info et les grandes chaînes de télévision que vous connaissez. France 24 aussi. France 24. Mais France Inter est la première matinale de France. 24% d'auditeurs, la deuxième c'est RTL, je crois. Bon. Ces radios fonctionnent sur l'argent public. Elles, sur le plan de l'opinion politique, une enquête avait été faite, et pas spécialement par des gens de droite, mais plutôt par des gens de gauche, par le monde diplomatique, entre autres, ces dernières années. Et on avait constaté ceci, sur une semaine donnée, semaine X, on avait calculé le nombre de gens qui étaient invités à France Inter pour parler de la culture de la betterave ou pour parler du Rassemblement national, et puis les sujets, il y en avait énormément, des centaines.
Et en gros, il ressortait ceci au bout d'une semaine, c'est que environ 50% des invités n'appartenaient à aucun camp politique, ils étaient invités pour des questions techniques, la question de l'hydrologie, l'eau, les précipitations, la modification du climat, etc. Bon. Les 50% restants, c'était davantage politique. Et bien sur les 50% restants, 4% relevaient de la droite et 46% de la gauche. La droite en France, le Rassemblement national, quoi qu'on pense de lui, je ne suis pas ici en train de faire une campagne électorale, ça va être différent complètement. On l'avait bien compris. Le Rassemblement national, c'est 11 millions de voix. 11 millions. Est-ce qu'on peut considérer que 11 millions de personnes n'ont pas le droit à la parole dans ce pays? C'est ça la question de fond. Je prends un exemple personnel, parce qu'il me touche, puisque c'est l'exemple sur le conflit. Depuis le 7 octobre, aucun média public ne m'a invité ne serait-ce qu'une minute. Aucun. Ni France Inter, ni France Culture, ni France Info. France Info m'a invité il y a 2 mois pour 4 minutes. C'était une erreur. Je ne plaisante pas, c'était une erreur. Et moi, je t'avais reçu un peu avant le 7 octobre sur France Culture. Mais bon. Mais c'était toi, comme Alain Finkielkraut m'a réinvité. Alain Finkielkraut m'a souvent invité dans son émission Réplique. Il m'a réinvité il y a 2 ans. Pour parler d'antisémitisme. Mais c'est Alain Finkielkraut, et Alain Finkielkraut est marginalisé à France Culture. Il est détesté par un grand nombre de ses collègues. Il le sait, il me l'a dit personnellement. Je pense aussi que tu le sais. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le conflit du 7 octobre, enfin le conflit ouvert par 7 octobre, un jour de décembre 2023, France Inter consacre 3 minutes d'émission à ce petit livre. En disant, c'est étonnant, ce petit livre, c'est un succès d'édition énorme, au PUF, Presse universitaire de France. On n'a jamais vu un tel chiffre de vente pour un petit que sais-je. Et moi, j'étais pas en France à l'époque, on m'a envoyé l'émission, ça dure 3 minutes, c'était très gentil, très correct. Ils disent, c'est un gros succès d'édition, je dis cela, très bien. Vous pouvez me dire que les journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand de la matinale de France Inter, après le succès du que sais-je, ils allaient m'inviter. Ils invitent toujours Vincent Lemire, Jean-Pierre Filiu, etc., etc. Jamais. Pas une fois. Je veux bien, si ce sont des médias privés, mais ce sont des médias publics. Ils ont des comptes à nous rendre. C'est notre argent. C'est ça le scandale. Et il en va comme ça dans tous les domaines de la vie de ce pays. À ce stade, on va poursuivre les échanges avec toi, bien sûr, autour de la dédicace. Oui, je sais. Sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, rapidement, sur Zelensky. Je n'ai rien à en dire, parce que je ne connais pas assez le problème ukrainien. Je ne connais pas assez. Je ne peux pas me prononcer. On te remercie. Ah, il n'y a pas de chaleureusement. Vraiment, très, très chaleureusement. Applaudissez-le davantage. C'était brillant, de lumineux échanges, des aperçus historiques nombreux et passionnants, vraiment, et c'est le moment de te retrouver, cher Georges, on peut se tutoyer, autour de ton livre « Les origines du conflit israélo-arabe ». Il ne vole pas son succès d'édition considérable, et je vous invite tous, chers amis, à poursuivre avec Georges ces échanges en vous procurant son livre. Merci à tous. Et alors déjà, je vais déjà vous l'annoncer, le dimanche 6 avril au soir, normalement, c'est à confirmer, mais normalement nous aurons le plaisir et le bonheur de retrouver notre ami Gilles William Goldnadel. Voilà, on va vous le confirmer. Merci à tous. C'est pour elle. D'accord, tu veux? Je te sers.